Nous sommes enfin là, tout est finalement rentré dans l'ordre, toutes nos excuses pour ce démarrage en retard. Salut, bonjour à tous et très bon réveil sur Actu Matin. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Dans pratiquement 45 minutes, nos discussions forum. Nous sommes mardi, on parle santé. Les statistiques révèlent que plus de 260 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression et entre plus de 15 et 20% touchées par l'anxiété, maladie très répandue. Elle présente des conséquences sur la vie sociale, professionnelle et affective des sujets atteints. Ce matin, nous irons voir de plus près les causes de ces troubles de comportement, les différents symptômes de type physique, comportemental et psychique. Et notre invité, Fil Rouge, nous exposera les mécanismes de prise en charge psychologique et parfois médicamenteuse qui permettent de s'en sortir. Wilfried Zinsou Djogbenou est psychologue clinicien, il est notre invité. Plus loin ce matin, notre magazine du mardi en immersion, Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran sont allés à la rencontre d'un réparateur de téléphones portables et d'ordinateurs en pleine activité. Horace Savoiedo exerce ce métier depuis 20 ans. Il nous dira son parcours. N'oubliez pas, le rendez-vous des sports, ce sera ce matin avec Ali Moumouni. Et bien avant, vous suivrez votre mini-journal avec William Cliquant. Mais tout de suite, on vous propose de suivre ici les prévisions météo avec Météo Bénin. LBM, notre passion vous transporte. À suivre la revue des titres sur Actu Matin, mais avant les titres du mini-journal, gratitude à Dieu et convivialité entre les hommes en uniforme dans les départements du Mono et du Koufou. C'est la façon pour les policiers, militaires, douaniers et autres agents des forces de défense et de sécurité en service à Aplaroué de commémorer la journée de cohésion interforce. Vous les verrez. Des images de sport à voir également. Des boxeurs de l'Atlantique et du Zoo prennent le devant de la deuxième phase du championnat national amateur de boxe. Le noble art s'est déplacé auprès des populations de la commune d'Atiémé sur initiative de la Fédération béninoise de boxe. Le mini-journal, ce sera avec William Cliquant.
LBM. Notre passion vous transporte. La une des journaux à présent va démarrer avec le quotidien Fraternité qui nous parle politique sous la plume de Moïse Dossoumoun. Participation aux législatives de 2023, l'opposition entre résignation et résilience. Et puis affaire passeport béninois devant la criette, 2 accusés. Écoutez, le procès reporté au 29 février, c'est à lire en page 2 du journal. On passe au quotidien de service public. La Nation ce matin, mise en concession de la Citex, un complexe industriel en devenir, et la Nation également qui évoque l'occupation des zones impropres à l'habitation et précise que les populations s'accommodent de l'inconfort. Le matinal, affaire délivrance de passeports à des étrangers au Bénin, des déballages à la criette, le dossier renvoyé au 28 février prochain. Et puis meeting annoncé de la CSA Bénin contre la cherté de la vie, pression sur le gouvernement. Ansel Mamoussou qui déclare, je le cite, il faut considérer notre action comme un appel au dialogue. Matin libre, lutte contre le djihadisme dans le Nord Bénin, le folklore des députés, écrit le journal ce matin. Et puis augmentation des salaires, déjà le désenchantement, c'est une grosse interrogation du journal et l'article est à lire en page 9. On évolue avec le journal L'Informateur qui parle de la fraude à la direction de l'émigration et de l'immigration, des aveux ce lundi à la criette, des accusés avouent avoir remis 4 millions de francs CFA à un intermédiaire pour avoir le passeport béninois. Et puis, affrontement meurtrier à Montpa, dans la commune de Savalou. Le gourou Aouya et 19 personnes déposées en prison. Et puis, perspective des législatives de 2023, le Conseil électoral invité à vulgariser les tests. Décryptage info à présent, regard sur 2 anniversaires de l'unité africaine, OUA 59 ans, Union africaine 20 ans, la colonisation source de l'émiettement programmé de l'Afrique, écrit le journal. Et nous allons boucler avec l'économiste ce matin qui évoque le travail d'auxiliaire de justice et parle donc de l'avocat qui serait partagé entre sacerdoce et business. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Assiong Kain, Assiong Bon. Restez avec nous, le mini-journal, c'est tout de suite. On parle de l'édition 2021 de la journée de cohésion Interforce qui a été commémorée en différé. C'était le week-end écoulé. La célébration a été retardée en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19. Et c'était donc une occasion de faire une nouvelle fois la promotion de la solidarité, de l'entraide entre les forces de défense et de sécurité et assimilées en service dans les départements du Mono et du Koufou. On va retrouver Geoffroy Mensan et Florent Dou. Longtemps attendu, la journée de cohésion Interforce, édition 2021, pour le compte des départements du Mono et du Koufou, a fini par avoir lieu. Après plusieurs reports dus au contexte sanitaire lié à la Covid-19, elle s'est déroulée ce samedi 5 février dans la commune d'Aplaroué. Et en vous voyant, je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette belle initiative inédite de réunir les militaires et les paramilitaires en une célébration comme celle-ci. Au cœur des activités qui ont agrémenté cette journée figure cette messe d'action de grâce dirigée par l'évêque de Lokossa. La journée de cohésion Interforce vise à promouvoir la solidarité, l'entente, l'entraide, l'union, la mutualisation des forces et le partage d'expériences entre les forces de défense et de sécurité et assimilées. S'il y a cohésion, c'est que forcément il y a entente. Il faut qu'il y ait partage d'informations entre tous les éléments de nos forces. C'est vrai,
C'est-à-dire que les civils apporteront leur contribution. Mais au sein des forces, nous devons faire en sorte que nous soyons une seule et unique personne face à l'adversaire pour le bien de tous. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous vous voyons et nous apprécions votre engagement pour la vie dans ce pays. Et jamais nous ne saurons vous abandonner. Nous vous accompagnons. Instant festif et récréatif, cette journée a été un moment de brassage. Le but est de mieux garantir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement, le renflouement des caisses de l'État et la défense du territoire ainsi que des institutions. Chères autorités à divers niveaux, notre ambition est d'organiser très prochainement avec vos soutiens une simulation de la gestion d'une catastrophe naturelle, par exemple inondations, incendies, émeutes et autres, afin d'évaluer nos capacités opérationnelles, chacun dans son rôle. Les autres activités programmées et exécutées ont été notamment une campagne de reboisement marquée par la mise en terre de plusieurs plants, ainsi qu'une campagne de collecte et de don de sang. Et voilà, c'était le week-end dernier du côté d'Aplarue. On poursuit ce mini-journal avec William Cliquant qui nous parle de la séance de vulgarisation des documents types actualisés et validés à l'autorité de régulation des marchés publics. Bonjour. Bonjour Christian. Les échanges renforcent les capacités des différents acteurs du système de la commande publique. Ces nouveaux documents sont les outils qui vont désormais servir à la mise en concurrence des fournisseurs et prestataires, et ce jusqu'au 1er mars prochain. La vulgarisation se déroule sous forme de session à Cotonou. Clément Achadé et Henri Ganti. Une séance qui tient lieu d'information et de sensibilisation des acteurs du système de la commande publique sur les nouveaux outils à utiliser désormais par les différentes autorités contractantes. De nouveaux documents types conçus par les pouvoirs publics sous l'égide de l'autorité de régulation des marchés publics et la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Ceci pour améliorer la qualité de la commande publique, aussi bien dans le respect des tests que des procédures définies par la réglementation en vigueur. Ce lundi, les autorités en charge de la passation du contrôle et de régulation lancent ici à Cotonou la campagne de vulgarisation qui couvre l'ensemble du territoire national. Ces documents types qui sont tant attendus par les différents acteurs de la chaîne que nous sommes. Aujourd'hui, c'est le lieu de dire merci à tous ces acteurs, de dire un grand merci à l'autorité de régulation des marchés publics et aussi, bien sûr, à la DNCMP, qui n'ont ménagé aucun effort pour cet aboutissement heureux que nous avons en ce jour. C'est également le lieu de vous inviter, autant que vous êtes acteurs à divers niveaux, à beaucoup plus d'attention, à beaucoup plus de professionnalisme dans le travail qui est le nôtre tous les jours que Dieu fait. Avec cette campagne de vulgarisation, l'ARMP et la DNCMP ont travaillé ensemble durant 6 mois, suivant une approche participative ayant impliqué les acteurs concernés. L'objectif est donc d'améliorer la performance du processus de passation et une bonne exécution des marchés et surtout réduire le risque de la corruption afin d'assainir davantage le secteur de la commande publique au Bénin. L'objectif étant de mettre à la disposition des acteurs du système des documents types ne souffrant d'aucune ambiguïté et donc facile à comprendre, facile donc à utiliser. C'est le lieu de renouveler une fois encore notre gratitude à monsieur le directeur national du contrôle des marchés publics qui, malgré son agenda très chargé que nous savons, n'a ménagé aucun effort pour honorer de sa présence les séances de travail des commissions techniques, non seulement pour lui apporter son soutien moral indéfectible, mais également et surtout pour apporter sa contribution pertinente à l'amélioration de la qualité des 10 documents qui sont aujourd'hui mis à disposition du système pour leur utilisation à partir du 1er mars 2022. Les présents documents types qui sont mis à votre disposition aujourd'hui sont téléchargeables directement du site de l'ARMP à l'adresse www.rmp.bj.
Les acteurs des marchés publics se mobilisent ainsi pour la mise en œuvre des réformes visant à rendre crédible le Bénin au plan international en matière de la commande publique. Par ailleurs, ils veulent aussi relever les défis de l'application des tests en vigueur et celui de la résistance face aux tentatives de corruption. Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le gouvernement béninois s'est engagé dans une lutte implacable contre le fléau et déjà une série de 3 vagues de vaccination et d'immunisation lancées sur toute l'étendue du territoire dont la campagne accélérée en cours et qui vient d'être prorogée. Une frange de la population reste toujours sceptique quant à l'importance du vaccin, faute d'informations, une interrogation qu'on se pose sûrement. Et c'est donc pour apporter une lumière à ce sujet que l'affaire CAB, en partenariat avec l'UNICEF, facilite la réalisation d'un documentaire intitulé « Ce qu'il faut savoir sur le vaccin de la Covid-19 ». Il est réalisé par Ali Moumouni. C'est depuis le 29 mars 2021 que le Bénin a lancé officiellement la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Comme adopté par la plupart des pays du monde entier, le gouvernement béninois a aussi décidé de renforcer sa défense contre la pandémie. Au Bénin, actuellement, nous avons une gamme variée de vaccins. Nous avons le Sinovac, nous avons le Moderna, nous avons le vaccin de Pfizer, nous avons le Johnson & Johnson et puis nous avons l'AstraZeneca. Le vaccin est aujourd'hui le moyen le plus sûr recommandé pour lutter contre la Covid-19. Au Bénin, à la date du 16 janvier 2022, environ 21% de la population sont complètement vaccinés. Pourtant, la plupart semblent être bien conscientes de son importance, sinon de la nécessité de se faire vacciner. Ce que je sais, c'est juste une prévention contre le virus. Je disais plutôt que je ne sais pratiquement rien par rapport au vaccin anti-Covid. Le vaccin anti-Covid, c'est des vaccins pour sauver la population contre le mal qui sévit présentement. Ce mercredi matin, Dame Albertine est venue au centre de santé de Boyukonde, accompagnée de ses 2 filles. Vaccinée contre la Covid-19 depuis plusieurs semaines, elle a amené ses enfants pour qu'elle le fasse aussi. L'État les a envoyés pour nous sauver. Nous devons tous aller nous faire vacciner. C'est parce que j'ai compris l'enjeu que je suis venue le faire avec mes enfants aussi. Selon les scientifiques, la vaccination permet de protéger contre la maladie en stimulant le système immunitaire. Une personne vaccinée agit vis-à-vis du reste de la population comme une barrière contre l'agent pathogène. Se faire vacciner nous donne l'avantage d'anticiper la production de la réaction immunitaire et déclenche une réponse immunitaire et qui permet la sécrétion d'anticorps qui sont là et qui attendent au moment où l'agent pathogène lui-même, dans le virus de la COVID-19 lui-même, va venir dans l'organisme et donc le combattre. Mais à côté de cela, il y a une question qui taraude les esprits et qui sème encore le doute chez les populations. L'efficacité des vaccins. Comment comprendre qu'une personne vaccinée contracte encore le virus? Et selon ce que nous savons des vaccins, c'est que le vaccin devrait nous protéger contre la maladie. Mais il se fait-il que les vaccins aujourd'hui, selon les informations que nous recevons, ne nous protègent pas tellement, puisque le vaccin devrait nous protéger contre la maladie et non nous protéger contre la forme grave de la maladie. Mais semble-t-il, cette réalité ne date pas de l'ère de la Covid-19. Pour tout comprendre, il faut remonter le temps et se rendre à Lille en 1921, où le vaccin contre la tuberculose a été administré à un patient pour la première fois. C'est pareil pour celui de la grippe et bien d'autres. L'exemple le vaccin contre la tuberculose, le BCG, que nous avons tous fait depuis notre enfance, ce vaccin, ce n'est pas pour dire que quand on le fait, on ne va plus faire la tuberculose. Non, vous allez être vacciné, mais vous pouvez faire la tuberculose, mais seulement que ça vous prémunit contre les formes graves de la tuberculose. Donc c'est le même mécanisme, c'est la même situation que le vaccin contre la COVID-19. Avec les vaccins anti-COVID-19, le risque de contracter la maladie est considérablement réduit. Et même si la personne vaccinée peut encore contracter la maladie, elle est protégée contre les formes graves.
Il faut aussi noter les effets secondaires du vaccin. Dans la plupart des cas, ils sont bénins. C'est tout à fait normal qu'on ait mal après une piqûre. Et la fièvre, on a demandé à l'organisme de produire des anticorps pour lutter contre une probable infection. C'est pour protéger. Donc l'organisme se prépare à une éventuelle infection par rapport à ce vaccin qui lui a été administré. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter quant à l'efficacité des vaccins contre la Covid-19. Selon Dr Dieudonné Tchekpe, pour atteindre l'immunité collective au Bénin, il faut au minimum une couverture vaccinale de 80%. Après la santé, des nouvelles en sport dans la suite de cette édition pour évoquer la cérémonie d'installation et d'investiture des membres du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque. C'est le président de la Confédération africaine des sports boules qui a présidé la cérémonie en personne. Pour rappel, l'Assemblée générale ayant conduit au renouvellement de l'instance dirigeante remonte au 23 janvier dernier. Kaba Yaya a été plébiscité président de la fédération. Nous, on retrouve Akime Ousseni pour le compte rendu. C'est la commune de Dassa-Zoumé qui a consacré le 23 janvier dernier le nouvel exécutif de la discipline pétanque au Bénin. C'est ce 5 février 2022, au siège de la Confédération africaine, que s'est déroulée la cérémonie d'investiture et d'installation officielle de ce nouveau bureau, cérémonie présidée par l'honorable El Hadji Idrissou Ibrahima et rehaussée par la présence de Julien Minavoa du Comité national olympique et sportif du Bénin. Chers membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, tout le peuple béninois et le monde entier boulistique vous regardent. Je suis persuadé que vous vous élèverez à la hauteur de la tâche. Je voudrais particulièrement également partager avec vous un autre motif de satisfaction. Je remarque qu'au sein de l'exécutif de la Fédération des sports boules de mon pays, on compte 2 charmantes dames. Wow. Le chien chasseur, qui a un propriétaire qui le loue, ne manquera pas d'attraper le gibier dans la forêt. À la nouvelle équipe installée, le président Idrissou Ibrahima souhaite plein d'initiatives avec en ligne de mire l'organisation des mondiaux de pétanque de cette année 2022 que le Bénin s'apprête à accueillir. Je sais que vous mesurez l'immensité et la complexité des tâches qui vous incombent et vous attendent désormais. Heureusement, je me réjouis du fait qu'au sein de la composition de votre comité exécutif, il y a beaucoup d'anciens qui étaient dans les rouages depuis des années. Je ne doute donc pas un seul instant de votre capacité à surmonter les obstacles de tous genres éventuels qui pourraient se présenter à vous dans l'exercice de vos fonctions et surtout de votre mission inédite d'offrir au peuple béninois un championnat du monde de pétanque digne et incommensurable à la hauteur de l'attente du chef de l'État. Le challenge est commun, va marteler le président élu qui reste confiant et rassuré que l'honorable Idrissou Ibrahima, de par son expertise, sera fréquemment sollicité pour des victoires plus grandes de la discipline pétanque en particulier et des sports boules en général. La fédération élue compte énormément sur tous les patriotes béninois de pétanque, et vous en êtes le premier, ainsi que le président du comité olympique national sportif, pour que l'événement de 2022 soit véritablement une page d'histoire à écrire ensemble. Et nous comptons sur le gouvernement de Patrice Talon, qui a tout mis en œuvre pour vous accompagner dans la désignation du Bénin pour abriter cet événement mondial. Et croyez-moi, le pain est sur la planche et nous sommes sur le pain. Juste après le cérémonial de leur installation, Garba Yaya et les siens ont eu une séance de travail avec le président El Hadji Idrissou Ibrahima.
Et dans le département du Mono, la commune d'Atiémé a accueilli ce week-end la deuxième phase du championnat national amateur de boxe édition 2021, organisé par la Fédération béninoise de boxe. Cette partie délocalisée a permis de faire connaître cette discipline aux populations de cette commune. Reportage Geoffroy Messan et Florent Dou. De la boxe en live sur un ring installé à Atiémé, dans le département du Mono. L'événement est assez inédit pour ne pas le souligner. Dans l'après-midi de ce samedi 5 février 2022, des amateurs du noble art, des autorités politico-administratives et même des curieux ont eu droit à des combats sur un ring installé pour l'occasion par la Fédération béninoise de boxe dans l'enceinte de l'hôtel de ville. L'événement est la deuxième phase du championnat national amateur de boxe édition 2021. Ceci est pour la première fois. Encouragez vos enfants, vos petits frères et sœurs pour pouvoir faire la même chose. Vraiment, je suis très content. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire la reconnaissance du conseil communal à la fédération de boxe qui a su choisir notre commune pour abriter cette activité. Le spectacle était présent et le public a pu se régaler. Atiémé a ainsi pu aller à la découverte de ce sport à travers les différents combats. Au total, 6 combats ont eu lieu pour le compte de cette première journée sur les 2 prévus. L'Atlantique et le Zoo ont su tirer leur épingle du jeu. Nous sommes venus écrire une histoire. Et cette histoire-là, si nous finissons par l'écrire aujourd'hui, cela devra être inscrit en lettres d'or au registre de l'histoire de la commune et du département. Pour cette première journée, 2 combats ont eu lieu chez les légers, 1 chez les super légers. 2 combats ont eu lieu chez les minimes. Le public a également eu droit à un combat féminin. Dans le chronogramme que j'ai vu l'Atlantique défier les zoos et collines. J'ai vu d'autres départements, je n'ai pas vu le mien. Vous comprenez toute la gêne que nous avons. Cela dit que cela nous appelle, nous interpelle à plus de travail. Des combats dans les catégories poids coq, poids plume, légers et les super légers sont prévus pour animer la deuxième journée ce dimanche. Le président de la Fédération béninoise de boxe a, dans la foulée du lancement de cette deuxième phase, donné le top de l'enregistrement des jeunes désireux de s'engager dans la pratique du noble art dans la commune d'Atiémé. C'est tout pour cette intervention de la rédaction de Canal 3 dans Actu Matin. Merci à vous, William Clicquant. Très bonne journée du mardi. Mardi, on parle santé. On va dans un instant retrouver Wilfried Zinsou Djogbenou. Il est psychologue clinicien. Avec lui, il sera question de la dépression et de l'anxiété. On reviendra donc sur ces affections mentales qui touchent l'humeur. Mais avant, vous aurez les sports avec Ali Moumouni. LBM, notre passion vous transporte. Mouni, bonjour. Bienvenue, c'est les sports avec vous. L'actualité, avant qu'on ne revienne au Bénin, c'est bien sûr en Afrique, avec le sacre du Sénégal. Et les Lions de la Teranga sont rentrés au Bercail hier. Oui, Christian, après donc d'avoir monté sur le toit du continent, les Lions de la Teranga sont rentrés hier au Bercail. Ils sont accueillis à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par une foule en liesse et bien sûr
Ils ont présenté le trophée au public et puis au président de la République, Macky Sall, qui, bien entendu, vous le savez, a annulé son voyage pour les Comores. Et donc, afin de pouvoir accueillir ces héros du moins c'est national, bien sûr, du Sénégal, les Sénégalais, Sadio Mané et ses coéquipiers qui ont réussi ce que ce pays cherchait depuis plusieurs années déjà. Et aujourd'hui, c'est chose faite après 3 finales disputées. Donc, le Sénégal remporte pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs seront donc accueillis aujourd'hui au Palais de la République avec leurs familles, y compris bien sûr par le président de la République. Ils ont effectué, je dirais tout simplement, une caravane dans la ville. En tout cas, depuis l'après-midi de ce lundi, le Sénégal est en fête, Christian. Justement, une très belle fête. En tout cas, aujourd'hui, ils sont reçus par le chef de l'État. Certainement que beaucoup seront également de ce côté-là pour vivre ce moment. Oui, franchement, c'est une ambiance forte parce que vous savez, l'euphorie, bien sûr, que le football peut générer comme euphorie, comme joie, surtout quand vous vous retrouvez à du moins réaliser une pareille performance à une compétition continentale. Je crois qu'il y a de quoi que le pays s'investit et qu'il soit derrière ces 22 acteurs qui ont mouillé le maillot pour le pays, comme on le dit souvent. Et donc, Christian, on va donc passer de cette étape d'euphorie et faire un petit exercice de bilan. Donc, la CAF a publié sur sa page Twitter le 11 type de la compétition. Et comme vous le verrez sur cette image, vous verrez, c'est bien sûr le meilleur gardien du monde, Edouard Mendy, qui se retrouve dans les buts. On a Achraf Hakimi, bien sûr, du Maroc. On a Abdelmonem, le défenseur égyptien qui a raté le pénalty. Il n'a pas tiré. Non. Okay. Le défenseur égyptien qui avait une bande. Sur la tête, qui s'est blessé en cours. Abdelmonem. Et puis, de l'autre côté, on a Tapsoba, l'autre joueur de Bayern Munich qui s'entraîne avec, bien sûr, la réserve. Et puis, on a Saliou Ciss également qui fait partie, je dirais, des révélations de cette CAN. Il y a Saliou Ciss, il y a Nampalys Mendy au niveau du milieu de terrain également. 2 joueurs qui ont été convoqués par Aliou Cissé. Bien sûr que personne ne s'y attendait puisque ils ont été, disons, les grandes révélations, sinon les grosses révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'autre joueur qui est une révélation également, c'est Blati Touré, qui est au milieu de terrain, le milieu de terrain burkinabé, qui, à l'entame de cette compétition, était sans club puisqu'il évolue dans l'un des pays de l'Europe de l'Est. Et là, souvent, le contrat est déterminé sur une année civile. Et donc, comme c'était la fin de l'année, il était en fin de contrat. Mais là, maintenant, il vient de paraffer un nouveau contrat avec l'équipe de Pyramide FC de l'Égypte. Et donc, va poursuivre sa saison du côté de l'Égypte. On a aussi El Neni, le milieu de terrain égyptien d'Arsenal de Gunners, qui est aussi au niveau du milieu, dans ces 11 types de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a Mohamed Salah, on a Vincent Oubaka, bien sûr, meilleur buteur de la compétition. Et pour finir, le meneur de jeu, bien sûr, des Lions de la Teranga, Sadio Mané. Pour les réservistes, bien sûr, on a André Onana qui est dans les buts. De l'autre côté, Collins Faye, le défenseur camerounais, Khalidou Koulibaly, Mahmoud Hamdi, Ahmed Abdel El Fatou, bien sûr, sur le tableau comme vous le constatez, et bien sûr, entre autres, Toko Ekambi et puis Bertrand Traoré. Voici donc pour ce qui concerne les 11 types et les réservistes donc, pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà ceux-là qui se sont véritablement bien illustrés tout au long de cette compétition. Alors on va poursuivre avec le menu matinal que vous avez préparé pour nos téléspectateurs. Bien sûr, c'est le doc de la semaine et depuis la semaine dernière, on essayait de faire un doc de la semaine, je dirais, une formule spéciale. Et donc, 2 semaines déjà, presque le championnat national du Bénin de football a donné son verdict pour le compte de la première phase, c'est-à-dire la ligue professionnelle. À l'issue de la compétition, 16 équipes se retrouvent dans la Super League, mais avant que celle-ci ne démarre probablement dans 15 jours, nous allons faire ce petit exercice de bilan à l'étape, après l'étape qu'ils viennent de franchir. On commence par l'organisation et le niveau de jeu de cette première phase, Christian, comme nous l'avions fait bien sûr pour la CAN la semaine dernière, comme je le disais. Ce sont des chroniqueurs et analystes sportifs qui nous donnent ici leur appréciation. Memo Coton, Maurice Zounon et puis Boris Akan. Voici la première question sur l'organisation et le niveau de jeu. Voilà, on va suivre ces 3 chroniqueurs et on revient juste après. Je pense qu'en termes d'organisation, on ne le dira jamais assez.
et tout n'est pas rose. La fédération et la ligue doivent simplement revoir un certain nombre de choses. Mais on peut quand même se réjouir du fait qu'ils sont en train de prendre au fil des années des dispositions pour que les compétitions soient bien organisées. Mais ils savent ce qui n'est pas bien, on le rappelle tout le temps. On va peut-être parler des stades, des pelouses qui constituent encore des dangers pour les joueurs avec les nombreuses micro-blessures. Quand ils prennent simplement la pelouse du stade René Pleven, il y a des pelouses sur lesquelles ça joue, il n'y a pas de grillage. Quand je prends la pelouse de Misrété, il y a pour la sécurité des acteurs, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut faire. On a vu une première journée qui a été lancée. Je veux parler de l'ouverture du championnat qui a été quand même tout feu tout flamme parce qu'on avait déployé tout l'arsenal qu'il faut au stade de l'Amitié où on a vu des enjoliveurs, on a vu sortir des podiums de gauche à droite. C'était déjà une première qu'on pouvait saluer. On espérait, j'allais dire, la continuité dans ce qui a été fait, mais à l'arrivée, c'est qu'on a vu sur certains matchs, même des gens manquaient de Makwa électronique sur certains matchs. C'est compliqué de voir, de continuer par voir encore des images du genre dans un championnat qui se veut professionnel. En termes d'organisation, je suis satisfait. Déjà satisfait parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas facile d'organiser un championnat au Bénin. Il y a toujours des contraintes, surtout des clubs qui attendent forcément la subvention de l'État pour fonctionner. On a quand même vu qu'il y en a qui ont serré vraiment la ceinture, même si pas dans certains clubs, il y a toujours ce genre de polémiques où des joueurs ne sont pas payés. Mais ils ont quand même tenu, des joueurs ont fait le sacrifice, des entraîneurs, des cadres de certains clubs ont fait le sacrifice. Ils sont allés jusqu'au bout. Il y a également les acteurs qu'il faut prendre en charge, les commissaires au match qui ne sont pas traités à temps, mais qui sont envoyés en mission à crédit. Il y a également les arbitres qui sont envoyés en mission à crédit et la performance de ceux-là en dépend, leur performance en dépend. Vous voyez, c'est pas du tout bien. Et on pensait aussi en termes d'organisation que le championnat allait être relayé sur une chaîne de télévision, mais à l'arrivée, ce sont les clubs qui essayent de montrer le championnat via des pages Facebook, etc. Maintenant, en termes d'organisation de jeu, on a quand même constaté que ça a un peu évolué. L'année dernière, c'est quand même le Topopo qui était venu avec tout l'arsenal que vous savez, le moyen qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir y parvenir. Ils ont terminé champions. Et cette année, ils ont terminé 4e de leur zone. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des équipes qui ont compris, qui ont commencé le travail très tôt et qui se sont donné, qui ont donné les moyens, pour pouvoir contrer les plans de cette équipe. Vous l'avez bien entendu, ces différents acteurs, chroniqueurs sportifs qui ont donc apprécié l'évolution, le championnat, bien sûr, cette première étape, cette première phase qui est bien sûr la Ligue professionnelle du Bénin en termes d'organisation et bien sûr au niveau du niveau de jeu. Deuxième point, ce sont bien sûr les tops, les flops, les révélations et aussi les confirmations. Quelles sont les équipes qui ont déçu, lesquelles étaient au rendez-vous? De l'autre côté, il y a aussi des joueurs qui ont tapé dans l'œil de nos consultants. Et pour finir, les confirmations, c'est-à-dire ceux qui sont restés au même niveau, ceux qui ont maintenu leur meilleure forme, leur meilleur niveau, voilà, pour tout au long de cette première phase. On retourne suivre nos 3 consultants. Les tops, déjà en termes de top, je peux parler déjà des Panthères de Djougou, qui n'étaient pas attendus, qui ont commencé une deuxième moitié de saison sulfureuse. Ils ont mérité leur place, je crois qu'ils ont terminé 2e de la zone A, mérité au bout de l'objectif. Maintenant, quand vous venez un peu plus dans la zone C, les tops, je dirais juste Adjidja. Adjidja est un top, même si elle a terminé 4e, l'équipe d'Adjidja a terminé 4e, elle n'était pas attendue dans la zone C. Maintenant, quand vous venez un peu plus dans la zone D, le top pour moi c'est la JSP. Les tops, je mets Coton, je mets Buff, je mets aussi l'équipe de Béké
Béké qui a marqué aussi un peu de buts dans ce championnat. Et quand vous revenez aussi, on peut mettre aussi Dadje qui a fait quand même un parcours exceptionnel. Les tops pour moi, c'est quand même Dynamo d'Abomey. Au niveau des équipes, c'est Dynamo d'Abomey, c'est Kotaneka et désormais Coton Sport. Il y a également Cavalier au nord. Les flops, je commence par la fin. Dragon de Lomé, qui, avec l'histoire, quand on parle d'histoire, aujourd'hui, on ne peut pas citer, on peut parler de club sans parler des Dragons de Lomé. Il y a aussi Énergie, qui manque pas de Énergie FC, qui ne manque pas de moyens, mais qui, à l'arrivée, n'a pas fait forte sensation. À part Énergie, vous pouvez aussi parler d'Aspac. Aspac, l'équipe du port autonome de Cotonou, ça fait 2 fois déjà qu'on attendait cette équipe et qu'on ne trouve pas. Et les 2 gros flops de ce championnat, de cette saison, la sensation si vous voulez, c'est l'absence des Dragons et des Requins de l'Atlantique. Les flops, je ne le dis jamais assez, c'est la grosse déception pour moi, c'est Sobemap qui, la 2e année consécutive, n'a pas pu se hisser en Super League Pro. Il y a également Aspac, alors que ces équipes ont ce qu'il faut, ils ont tout autour de Moi, ma révélation et mon coup de cœur, c'est le meilleur buteur de Béké, qui avait été débarqué de AS Cotonou parce que l'équipe ne voulait plus compter sur lui. Je veux nommer D'Acosta Romero, un joueur très talentueux. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Finalement, il n'a pas pu continuer à AS Cotonou. Pour le top, c'est déjà lui. Maintenant, il y a d'autres qui confirment. Romaric, on l'a vu la saison dernière avec les Requins, il a confirmé cette année, c'est toujours bon. Le plus compliqué pour un joueur, c'est de rester, rester sur l'échiquier. Quand vous terminez meilleur buteur ou bien vous donnez de bonnes prestations, l'année suivante, on attend beaucoup plus de vous. Révélation, le joueur de Béké, D'Acosta, ancien joueur de l'AS Cotonou, pour moi. Confirmation, Romaric Amoussou de Coton. Moi, vraiment, celui qui m'a fait plaisir lors de cette phase-là, je vais parler de Bawa Salim, le capitaine de Coton Sport. Donc franchement, c'est un joueur qui a été énorme. Toutes les rencontres de Coton que j'ai suivies, il a su planter, il a su planter, il a traversé, il a fait ce qu'il fallait faire en tant que capitaine, en tant que milieu de terrain. Je pense que ce n'est que mérite pour lui, pour ce qu'on sait de celui-là. Allez Christian, on termine avec la dernière question. C'est bien sûr les projections. Quelles sont les attentes des férus et quels seront bien sûr les enjeux pour la Super Ligue professionnelle et bien sûr la Ligue Pro Suite. Memo Coton, Maurice Zounon et Boris Akan nous en parlent. En termes de niveau, je voudrais bien voir une Super Ligue Pro assez intéressante, assez indécise, parce que je vous l'ai dit au début, il serait difficile de pronostiquer déjà pour le vainqueur. Maintenant, quand c'est toujours coup à coude que les scores sont serrés, mais nous, on prend du plaisir parce que ça élève le niveau de jeu. Je voudrais voir une Super Ligue Pro assez animée et qui donne envie vraiment de pouvoir dire le championnat béninois a franchi un palier parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'auto seul. Il y a l'auto même qui là, peut se douter déjà si il serait champion ou pas parce qu'il y a Coton qui est là, il y a Buffle qui peut corriger ces petits problèmes et revenir encore plus fort. Moi, je voudrais que le niveau du championnat soit un peu relevé. Et j'espère que ça viendra parce que quand on voit les derniers matchs, surtout cette dernière saison, en ce qui concerne la zone B, parce que j'interviens plus dans la zone B, j'ai vu des équipes plus en matière de construction de jeu, plus performantes, plus rigueuses, plus rigoureuses si vous voulez. Surtout en termes de vitesse, en termes de performance, en termes de construction de jeu. Et ceci n'est pas venu ex-nihilo, ceci est venu grâce à l'arrivée des directeurs sportifs qui sont en train de faire un travail monumental, il faut saluer. Pour les attentes, je pense franchement que la Ligue va réfléchir à ce que franchement, pour la Super Ligue Pro et commissaire au match, au niveau de l'organisation et arbitre, ils doivent pas bouger, ils ne doivent plus être envoyés en mission sans leur frais de mission. Tout au moins, ils n'ont qu'à régler ça
ça va être une innovation pour la Ligue, pour cette Super Ligue Pro. Au niveau des équipes, c'est maintenant le championnat démarre. Parce que c'est la dernière ligne droite, c'est maintenant le championnat démarre. C'est vrai, ils ont fait le gros pas, ces équipes, pour se hisser en Super Ligue Pro. Mais maintenant, là, c'est chaque journée comme une finale pour toutes les équipes. Ils ne vont plus se rencontrer les équipes de la même zone. Maintenant, il faut chercher les distances. Ils n'avaient pas fait assez de distance. Maintenant, Azvo, qui est resté seulement dans l'Ouémé, ira jusqu'à Bembereke pour jouer. Azvo va quitter Adjoum pour aller à Parakou. De même, l'Autopopo ira à Bembereke pour jouer. Et donc, je pense franchement que c'est maintenant le plus dur commence pour toutes ces équipes-là. Allez, c'est bien sûr maintenant que les bonnes choses commencent pour toutes ces équipes. La deuxième phase du championnat Christian démarre dans environ 2 semaines. La Super League Pro, bien sûr, pour les équipes qui ont assuré, qui ont bien bossé au cours de cette première phase. Et la Ligue Pro Suite pour les clubs qui n'ont pas confirmé. Christian. Voilà, ce sera la confirmation pour les bons. Oui. Et les autres vont se préparer pour la prochaine édition. Voilà, certainement, et rejoindre l'élite. Super. C'est quand même bien de savoir. Je m'invite d'avoir bonjour Eman. Bonjour Christian. Bonjour Eman. C'est quand même bien de savoir que les bonnes choses commencent, comme il l'a annoncé les 3 chroniqueurs. Je vais citer Zounon, Couton et puis Akan. Mais il y a, je crois, Couton qui a parlé des frais de mission. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments sur ce dont il est question rapidement? Il a souvent été relevé et souvent noté d'une manière ou d'une autre du côté des acteurs, que ce soit arbitres ou commissaires au match, qui sont souvent invités à exercer et sans moyens préalables. Donc, et peut-être c'est après leur mission qu'il faut payer, alors qu'on sait que c'est des personnes qui ont besoin de ça. Par exemple, si tu devais aller sur un match à Bembereke, il faut que ce soit sur propre fonds et puis effectuer tous ces voyages, les frais d'hébergement à l'hôtel et tout ça sur propre fonds. Avant la rencontre, vous convenez avec moi, comme l'a dit Memo Coton, que cela doit déteindre nécessairement, peut déteindre, je peux le dire ainsi, peut déteindre sur le rendement de ces derniers. Et ça ouvre également la voie à la corruption. Voilà, oui, en quelque sorte, ça ouvre la voie à la corruption et c'est ce que réclament bien sûr ces chroniqueurs, qu'on finisse avec cette façon de faire et qu'on maintenant passe à beaucoup plus au professionnalisme, permettre aux acteurs d'être payés vraiment, ou encore mettre sinon les moyens adéquats à la disposition des acteurs afin qu'ils puissent bien accomplir. Je fais la question parce que si moi je suis par exemple d'une équipe de football, que je dois déplacer l'arbitre depuis ici pour Bembereke, il n'a pas intérêt à siffler contre moi, sinon le retour sera difficile. Ça sera difficile. Donc je pense qu'il faut j'espère que c'est tombé dans des oreilles averties pour qu'on ne puisse plus envoyer des arbitres ou des commissaires au match en mission sans les frais, parce qu'ils vont s'endetter ou alors ils vont chercher des moyens, des occasions, des raccourcis pour être là-bas. Ça risque d'empiéter ou d'avoir de et ça renvoie aux dénonciations d'un président de club à un moment donné qui avait été suspendu, mais la suspension a été levée. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que vous avez interviewé 3 chroniqueurs sportifs qui, différemment, mais on voit que l'analyse a été objective en fait. Parce que c'est aussi ça, c'est ça qui est bien au football. Quand des gens veulent faire des analyses objectives, ils le font. Et donc, il faut quand même saluer le travail qui a été fait à ce niveau. Couton, Akan et puis Zounon, franchement, ils ont fait une bonne lecture de ce qu'on a vu jusque-là, pourvu que ça dure. Justement, ils n'ont pas été choisis au hasard. On tient compte également de leur bagage, en fait, de leur acidité également sur les aires de jeu, puisqu'il faut avoir au moins suivi les matchs pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir expliquer, sinon faire des analyses et donner ses points de vue objectifs comme vous le dites. Donc je crois que c'est des personnes averties, je pense comme pour la plupart en fait de nos confrères sportifs ici, au plan national, qui s'investissent énormément sur ce chantier, surtout sur le chantier qui accompagne d'une manière ou d'une autre les différentes fédérations sportives au Bénin. Je crois qu'on va y arriver, si je peux le dire ainsi, puisque la finalité, c'est que toutes les disciplines se professionnalisent, mais on constate que depuis quelques années déjà... En tout cas, il y a des efforts qui sont faits. Qu'on y arrive et qu'on puisse assister aussi à
des compétitions internationales où on nous accueille, on nous réserve des accueils triomphaux, des accueils triomphaux. Ou alors, si, comme ça a été le cas au Sénégal, les Lions de la Teranga, parce que franchement, c'était intéressant. C'est vraiment, je dirais, une très belle soirée. Ouais. Une très belle soirée. Non, c'était bien beau. Ça nous rappelle également un peu plus, moins de 2 ans. 2019, quand on est rentré au pays avec notre participation. Juste en quart de finale, il y a eu quand même cet accueil triomphal à Cotonou, même si ce n'était pas encore la hauteur d'une équipe qui a remporté le trophée. C'était pas mal. Et n'oubliez pas que de la Belgique, même souhaité conférer en tout cas, il nous faut aussi l'étoile parce que le Sénégal vient de remporter. Donc, il nous faut aussi l'étoile, bien sûr. Et j'espère peut-être dans les 5 prochaines années, puisque la génération, là maintenant, on est en train de préparer une nouvelle génération. Et avec la professionnalisation aussi du football béninois, c'est sûr. Et aussi, en fait, je dirais tout l'arsenal qui a été mobilisé, si je le dis ainsi, les sociétés sportives qui accompagnent les clubs, donc les moyens mis à disposition des clubs. Aujourd'hui, on ne peut plus se plaindre de... C'est vrai que ça existe dans certains clubs qui ont des difficultés. Et aussi, justement, il va falloir également que le gouvernement aussi, je dirais, d'une manière ou d'une autre, s'ingère dans cette façon de faire parce que certains clubs sont confrontés à des difficultés malgré, en fait, les sociétés sportives. Et il va falloir vraiment que le gouvernement s'ingère un peu pour apporter, ne serait-ce qu'un peu de lumière, faciliter en fait la tâche aux véritables acteurs afin qu'ils promeuvent vraiment le football béninois. Et c'est sûr que si ça poursuit, si ça évolue de cette façon, d'ici 5 ans, c'est sûr, même si on n'arrive pas à monter sur le toit, décrocher l'étoile, on va au moins se retrouver. Alors il faut qu'on monte sur le toit, qu'on décroche l'étoile, parce que Impossible n'est pas béninois. Non, pas mais il y a que dans l'interview également, ils ont rappelé que des équipes doivent quitter. Par exemple Cotonou ou peut-être à Djoron pour aller dans le nord. Oui, ça c'est pour la là également, je pense que les moyens sont mis à disposition pour que ça a été toujours fait de cette façon et justement c'est pour ça qu'il y a aussi ce qu'on appelle la subvention de l'État. Tout à l'heure vous avez entendu Boris qui parlait du fait que pour la plupart des clubs, ils attendent les subventions de l'État. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de subventions de l'État du moment où vous avez des sociétés sportives qui investissent maintenant dans les clubs et puis dans tout ce qu'il y a autour. Maintenant, tout ce il reste peut-être, c'est d'apporter quelques petits ornements, comme on le dit souvent, permettre à toutes les équipes, à tous les clubs d'avoir ne serait-ce que leurs propres moyens de déplacement parce que jusqu'à présent, on constate toujours des clubs qui viennent au stade, malgré peut-être le fait qu'ils ont des sociétés sportives qui viennent au stade avec des bus. Avec des motos et tout. Oui, des bus, avec des motos aussi? Non, pas des motos, avec des bus. Non, les joueurs se déplacent. Les joueurs se déplacent dans les bus, et tout ça, ça ne donne pas vraiment une belle image en fait de cette compétition que nous appelons bien sûr professionnelle. Donc, il faut un temps soit peu mettre à disposition de chaque équipe ces bus, les moyens de déplacement et aussi faciliter. En tout cas, puisque vous parlez de professionnalisation, il faudra véritablement qu'on atteigne le sommet de cette professionnalisation en mettant à disposition de tous les clubs qui évoluent chez nous au Bénin les moyens dont ils ont besoin pour véritablement hisser le football béninois. Et une petite parenthèse, parce qu'on va en revenir là-dessus certainement, peut-être le jeudi ou encore la semaine prochaine, bien sûr avec l'Union des anciens footballeurs professionnels du Bénin, qui, d'une manière ou d'une autre, également sont en train de travailler pour la professionnalisation de la discipline. Parce qu'on constate aujourd'hui qu'en dehors de ce que font les dirigeants, les acteurs et tous ceux qui s'investissent, il y a également que les footballeurs béninois, pour la plupart, ma foi, n'aiment pas. Je ne dirais pas n'aiment, je dirais oui, tout simplement n'aiment pas en fait la professionnalisation. C'est comme ça, je peux le dire. Parce qu'on constate des jeunes qui manquent en fait de volonté. Parce que pour être footballeur professionnel, c'est tout un tas de choses qu'il faut pouvoir faire. Vivre de ce football-là, quoi. Sa propre vie ne s'appartient plus, en fait. C'est-à-dire, si je suis footballeur professionnel, ma vie ne m'appartient plus. C'est-à-dire ma façon de manger, ma façon de parler, ma façon de marcher, dans quelle image je sors, où est-ce que je vais, tout ça, ça ne m'appartient plus parce que j'appartiens désormais à un club et puis j'ai droit en fait au résultat. Vous devez travailler pour l'image du club, il n'y a pas de souci. Allez, pour votre information également, si tout va bien, vendredi prochain, nous aurons en invité le président des arbitres FIFA du Bénin. Vendredi prochain, on va le recevoir et puis il nous dira un peu quels sont les soucis, les problèmes qu'il y a au niveau de l'arbitrage chez nous. On est en train de travailler à cela avec Akimé, avec la rédaction sport de Canal 3 Bénin. Merci Ali Moumouni. Très bonne journée. Merci. À demain. Vous restez avec nous, Herman Agnamboussou. Oui, vous est-il arrivé une fois de souffrir de dépression, d'anxiété, de stress et bien d'autres? On va en parler dans la chronique santé de ce
ce vendredi avec notre invité qui sera en plateau accompagné de Zakiat Latunji. Il s'agit de Wilfried Zinsou-Diogbenou. Il est psychologue clinicien. LBM, notre passion vous transporte. Allez, on va parler de la dépression, de l'anxiété ce matin. On verra s'il y a une différence entre les deux troubles, comment cela se manifeste. Et en invité, nous avons Monsieur Wilfried Zinsou-Diogbenou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien. Merci de répondre à notre invitation. Zakiat Latunji, bonjour. Bonjour, Christian. Oui, vous êtes-il arrivé une fois de tomber dans la dépression, dans l'anxiété, Herman Anyamboussou? Et c'était quand la dernière fois? Toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. Peut-être même que là où je suis dans un état dépressif, ou que je suis même anxieux. Et qui sait, stressé aussi. Parce que tout dépend de la définition, que le docteur va nous donner de l'anxiété, de la dépression, de chacun de ces symptômes. Voilà, des symptômes. Parce qu'on dit par exemple que le stress, c'est une réaction de l'organisme à une agression. Qui dans sa vie n'a pas cette réaction, ne développe pas cette réaction, un choc physique ou nerveux. Les définitions, et d'ailleurs c'est bien qu'il soit sur le plateau pour nous dire les éléments qui caractérisent ces différentes... Est-ce qu'on peut appeler ça pathologie? Est-ce que c'est des maladies? Je ne sais pas. Des troubles. Parce que est-ce que c'est des troubles passagers? Est-ce que ça peut durer dans le temps? Les causes à moyen terme, quelles sont les maladies que peut créer le stress également? Parce que oui, on est stressé, on ne le sait pas. Après on développe des maladies. Il est là pour nous en parler. Donc bienvenue à vous, M. Diogbenou. Merci. Je vous refais la question. Alors oui, effectivement, ça arrive à presque tout le monde, je crois, à des moments dépressifs, des moments d'anxiété ou encore des moments de stress. Il s'agit des affections qui sont mentales. Monsieur Diogbenou est là pour apporter les précisions, mais ces affections ne sont pas très connues de la population. Beaucoup de personnes en souffrent, mais n'ont pas conscience qu'ils traversent des moments d'anxiété. Ça touche à peu près dans le monde 350 millions de personnes au niveau de la population mondiale. Au Bénin, on n'a pas de statistiques au niveau national, mais probablement des statistiques hospitalières en fonction de ceux qui prennent conscience qu'ils traversent des moments comme ça et qui peuvent aller justement
se faire prendre en charge parce que les psychologues cliniciens, les psychiatres sont là pour une prise en charge. Et quand vous avez conscience que vous en souffrez, vous allez vers ces spécialistes-là. Ils prennent en charge et ils vous aident à sortir de cet état dépressif-là, à guérir de votre anxiété. Maintenant, est-ce qu'on arrive à en guérir complètement? Comment on peut faire pour éviter d'être face à de telles situations? Je pense qu'on aura toutes ces précisions au cours de notre échange avec M. Djogouin. Voilà, on parle d'anxiété, on parle de dépression. Est-ce que c'est deux sentiments similaires qui se ressemblent ou il y a une différence entre les deux? Merci bien. Effectivement, l'anxiété et la dépression, ce sont des troubles émotionnels qui existent effectivement au Bénin, parce que ça touche pratiquement toutes les couches, notamment les adultes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes en situation de fin de vie, comme par exemple les personnes atteintes de cancer et qui sont dans les soins palliatifs par exemple. Donc effectivement ça existe. Et pour dire vrai, il y a une différence. La différence, c'est que dans la dépression, c'est un sentiment de mal-être qui provient de l'intérieur d'une personne ou des situations qui peuvent les mettre dans des situations de détresse. Par contre, l'anxiété, c'est en lien avec des éléments extérieurs. C'est en lien avec des éléments extérieurs qui peuvent ou non arriver. Donc des situations de peur, des situations de stress, des situations d'angoisse, en lien avec des situations qui peuvent ou non arriver. Par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui va à l'examen, et malgré tous les efforts qu'il a fait pour étudier, lorsqu'il se retrouve devant les feuilles, les copies, il y a une forme d'angoisse qui le traverse et qui fait que il a des palpitations, il tremble, mais au fil du temps, quand il commence pas à travailler, et qu'il reprend confiance en lui, il passe. C'est ça. Donc, c'est deux troubles qu'il ne faudra pas confondre parce que les symptômes varient d'une personne à une autre ou d'un trouble à un autre. Oui. Docteur, avec ces explications que vous nous apportez, ça provient d'où? Est-ce forcément le fait qu'on est face à une situation que l'on a peur, qu'on se dit qu'on est anxieux, par exemple? Oui, effectivement, ça provient de situations. Je viens d'expliquer les situations. Oui, vous avez donné l'exemple. Je prends par exemple quelqu'un qui va faire un test de dépistage par rapport au VIH, par exemple. Dans l'attente du résultat, il est anxieux. Oui. D'accord? L'attente du résultat parce que pour faire le test de dépistage, il y a quelque chose qu'on appelle le counseling qui se fait. Et dans le counseling, on évalue les risques que la personne a pris. Donc, à partir de ces risques, à l'attente du résultat, il se dit, bon, tiens, est-ce que je ne suis pas dans cette situation? Donc, il est angoissé, il a peur du résultat. Et l'annonce du résultat, s'il est positif, plonge dans une autre situation qui est la dépression. Parce que, voilà, il voit que tout a changé chez lui, il voit que son mode de vie va changer, et ça dépend de l'appréhension que ces personnes-là ont par rapport à cette maladie. Nous prenons les cas de chômage, par exemple, où le père ou la mère n'arrivent pas à vraiment prendre en charge leur famille et des situations, des problèmes surviennent dans la famille où ils se voient impuissants, il n'a pas de personnes, de débouchés qui pourraient les aider, ils se plongent dans une forme de dépression et puis c'est difficile à gérer. Quand vous prenez les cas de la situation de Covid, par exemple, qui est récente, où des personnes ont perdu vraiment des êtres chers, ça les a plongés dans des moments de deuil pour lesquels ils n'ont pas encore accepté jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez des personnes qui sont mélancoliques, qui sont tout le temps tristes, qui font que chanter des chansons mélancoliques, qui ne sont pas heureux et tout ça. Ça les plonge dans des situations de dépression. Récemment, la fermeture des cliniques, par exemple, où il était décidé que les médecins choisissent soit le privé ou le public. Ça a plongé beaucoup de personnes dans des situations de dépression où ils se sont vus fermer leur clinique alors que c'était des situations qui leur apportaient d'autres ressources, par exemple. Donc, ils se sont vus limités. Soit ils sont dans les cliniques, et dans les cliniques, ils n'ont plus de gombo, comme on le dit, au niveau des publics. Et quand ils sont dans les publics, certains médecins qui
déloge certains patients en disant venez dans ma clinique. Et voilà, tout ça c'est fini. Donc ils n'ont pas de. Donc c'est des situations qu'ils traversent et sans le savoir, ils développent des troubles. Des troubles. Voilà. De comportement. De comportement. Et on parle de dépression quand les symptômes que la personne a perdu plus de 2 semaines. Parce que c'est différent des situations, des réactions émotionnelles que nous avons face à une situation et que nous pouvons gérer tout de suite. Et en parlant de situation, de réaction que nous pouvons avoir face à une situation, là on est dans l'anxiété. Parce qu'on a dit que c'est des situations extérieures qui viennent perturber un peu la tranquillité de la personne. Donc maintenant quand c'est la dépression, comment on arrive vraiment à apprécier cet état dépressif? Surtout vous parlez de du temps dans lequel ça survient ou ça persiste. Non, au contraire, quand les situations extérieures viennent perturber la tranquillité de la personne, il est dans la dépression. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ça provient soit du passé de la personne ou des situations qui se présentent à lui. Voilà, qui se présentent à lui. Donc là, par contre, l'anxiété, c'est face à quelque chose qui doit arriver peut-être dans le futur. La personne a peur. La personne se crée des mécanismes. Il y a certaines situations d'anxiété, par exemple, où la personne se refait, il change de comportement, il s'adapte à une situation. Il y a des gens qui ont peur des cafards, par exemple. Il y a des gens qui ont peur des souris, il y a des gens qui ont peur des magouillards. Et du coup, quand ils voient les magouillards, déjà de loin, ils se disent « Ah, le magouillard viendra vers moi ». Donc, il développe une forme d'anxiété et une forme de phobie. Et puis, c'est difficile pour lui de s'adapter. Ça, c'est l'anxiété. Voilà. Par contre, dans les situations d'examen aussi, la peur de composer et tout ça, comme j'avais dit, ils sont dans l'anxiété parce que c'est difficile à gérer. Il y a des tremblements, il y a des palpitations, la personne a peur. Il y a certaines personnes même qui ont des sensations, par exemple, de perte de connaissance. Ça, c'est l'anxiété. Alors, peur, angoisse pour l'anxiété. De l'autre côté, nous avons le sentiment qu'on est en train de dépérir. Il y a suivi donc de tristesse par moment. Alors, l'individu qui souffre de tout ça, qui a tendance à voir du noir un peu partout, n'a-t-il pas tendance à se dévaloriser, c'est-à-dire à perdre confiance en lui-même? Oui, effectivement, ça fait partie des signes de la dépression. La perte de l'estime de soi, la perte de confiance en soi. Des personnes qui sont déprimées, par exemple, oui, ça en fait partie. Il y a des humeurs dépressives, par exemple, où ils se sentent toujours énervés. Ils se sentent incapables de réaliser les activités quotidiennes. Ils n'arrivent pas vraiment à gérer son quotidien en famille. Des humeurs avec les amis, il s'énerve tout le temps, il n'est pas tranquille. C'est des troubles dépressifs. Il y a des personnes qui ont des troubles de sommeil. Des personnes dépressives qui, par exemple, soit ont des sommeils excessifs parce qu'ils ne veulent plus se réveiller, ils ne veulent pas se réveiller pour subir encore la même chose, soit ils ont besoin d'aller dormir pour vraiment fuir la situation qui se présente à elles. Il y a des personnes qui ont des troubles de l'alimentation, par exemple, où ils sont tout le temps en train de manger. Ah bon? Où ils ont la perte de l'appétit. Oui, il y a certaines personnes dans certains cas, on n'a pas d'appétit. Voilà, il y a certaines personnes qui, vraiment, quand ils dépriment, ils ne font que grignoter. Donc ça varie d'une personne à l'autre. On n'a pas les mêmes réactions face à ces situations-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut être vraiment à l'origine des états dépressifs en général dans notre société? Ou alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont prédisposés à ça? Des gens qui sont prédisposés, oui, il y a des personnes qui ont traversé vraiment des situations. Des personnes qui étaient dépressives, par exemple, et qui en sont guéries, peuvent faire une récidive. Parce que si, par exemple, quelqu'un qui a une faible estime de soi se retrouve dans une situation où elle n'a pas vraiment la possibilité d'affronter la situation, elle peut déprimer. Elle peut déprimer. Et les cas de stigmatisation des personnes vulnérables, par exemple, c'est des situations, par exemple, quelqu'un qui apprend qu'il a le VIH et qui va informer son partenaire ou sa partenaire, qu'il abandonne après cette situation, après ce partage de statut, ça fait que certaines personnes ne veulent même pas aller informer leur partenaire. Ils préfèrent garder parce qu'ils sont anxieux, ils ont peur du rejet, ils ont peur de l'abandon et tout ça. Il y a des personnes aujourd'hui, des communautés LGBTQ, entendez, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, QI, intersexe et tout ça, qui sont aussi victimes de stigmatisation. Et par peur de se faire
agressés, par peur de se faire réprimander par la population, par peur de se faire dilapider, n'ont pas accès aux services de soins. Donc ils se cachent pour agir, ils se cachent pour faire ce qu'ils doivent faire. Et là, quand on rentre dans le cadre du VIH, on ne contribue pas, on contribue plutôt à la propagation du VIH, parce que notez bien que chez les personnes homosexuelles, le taux de VIH, par exemple, est de 7,7%. Chez les personnes transgenres, le taux est arrivé à 22%. Tout ça parce qu'ils ont peur de se faire stigmatiser, ils ont peur d'aller dans les services de santé, parce que dans les services de santé, même, ils sont stigmatisés et tout ça. Il y a des situations de violence basées sur les gens, les violences conjugales, où le père alcoolique, par exemple, il prend sa boisson, il revient à la maison, il bat toujours sa femme. À la vue du père, déjà à une distance raisonnable, la femme, elle rentre dans un état d'anxiété. Voilà, elle panique, elle rentre dans un état d'anxiété. Et souvent, il y a des choses qui lui traversent la tête, par exemple. Ici, vous allez entendre, par exemple, dans des situations où des femmes ont versé de l'eau chaude, par exemple, sur leur mari, des femmes ont poignardé leur mari et tout ça. Il y a des personnes, par exemple, privées de liberté, qui sont en attente de jugement. Et depuis, ils sont en prison, on les a mis en détention, par exemple. Ils ont fait 2 ans, et depuis, on ne les appelle pas. Mais au moment où on dit, bon, ils vont aller en audience, voilà, ça crée une forme d'anxiété. Et après la sentence, s'ils sont déclarés coupables et qu'ils ont des peines assez lourdes, ils rentrent dans une forme de dépression. Donc, en fait, la dépression rentre comme une conséquence d'une situation d'anxiété et qui devient négative pour certaines personnes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, au Bénin, il y a des gens qui viennent vous consulter pour ces genres de problèmes? Oui, il y a des personnes qu'on reçoit, par exemple, chez les femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes qui sont souvent à leur première grossesse, par exemple, et qui, à partir de 7-8 mois, commencent par s'inquiéter. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que ou bien elles s'attendent, par exemple, à avoir un enfant garçon, et du coup, vers la fin de la grossesse, elles vont faire l'échographie et puis elles voient une fille. Donc, elles rentrent dans une forme de réaction émotionnelle qui ne leur permettent pas de s'occuper de cet enfant. Et à la fin, souvent, pour certaines femmes, il y a d'autres qui développent des dépressions du postpartum, c'est-à-dire arriver à l'accouchement, elles refusent de donner à téter à l'enfant, elles refusent de faire beaucoup de choses. Il y a des femmes aussi qui sont victimes de viol, et à l'issue de ce viol, par exemple, elles tombent enceintes. Et dans leur culture, dans leur coutume, on dit, voilà, il ne faut pas avorter. Et donc, elles gardent cette grossesse, et à l'accouchement, elles se sentent délivrées. Il y a certaines personnes aussi qui, par rapport à des situations, renvoient vers la sorcellerie, l'envoûtement et tout ça. Donc, en fonction de leur système de croyance, ils vont se réfugier, soit dans leur divinité. Pour certains qui sont dans le vaudou, vont faire des consultations, mais ils n'ont pas de réponse à leur situation. Pour certains qui sont chrétiens, vont voir les pasteurs, les prêtres, lisent les chapelets et tout ça. Mais quand il n'y a pas de situation vraiment concrète, on leur parle du psychologue, et puis quand ils viennent, on essaie de voir avec eux les situations qui ont causé, par exemple, ça. Donc, il y a beaucoup de Béninois qui en souffrent et qui ignorent vraiment que c'est ça. Donc, il y a des signes qui prévalent, par exemple, et qui doivent savoir que, voilà, à partir de ces signes, je suis soit dans l'anxiété, je suis soit dans la dépression. Et parlant de ces signes, comme nous avions dit, nous avons parlé d'humeur dépressive, nous avons parlé de fatigue récurrente. La personne se sent vraiment fatiguée, elle est incapable de faire les activités quotidiennes qu'elle fait, elle est mélancolique. Il y a, on avait dit, des troubles de sommeil. La personne se voit au ralenti, ou certaines personnes sont agitées. Elles n'ont pas leur comportement habituel et quotidien. Vous avez dit aussi qu'il y a le manque ou le plus d'appétit. Voilà, le plus d'appétit. Maintenant, quant à l'anxiété, il y a les situations de palpitation, comme je le dis, les tremblements, les lourdeurs, la peur, le stress au quotidien. Et ces personnes n'arrivent pas vraiment à s'adapter aux situations. Et donc, elles projettent le mal. Elles se disent, est-ce que demain, ça va bien se passer? Voilà. Mais comment vous faites pour prendre en charge ces personnes-là qui vont vers vous? Vous arrivez vraiment à les aider à sortir de ces situations d'anxiété, de dépression? Oui. Pour certains, on les envoie d'abord vers les médecins. Il y a certains qui vont vers les médecins, qui prennent des antidépresseurs, qui prennent des médicaments.
Mais les médicaments seuls ne suffisent pas. Quand ils viennent vers nous, psychologues, il y a des thérapies que nous faisons. Il y a pour certains les thérapies comportementales où on permet à la personne de se réadapter face à la situation. On lui permet de trouver des mécanismes pour surpasser, pour surmonter le trouble qui se présente à lui. Il y a des thérapies de groupe où certaines personnes qui ont du mal à s'adapter, nous réunissons d'autres personnes qui ont déjà réussi, par exemple, et on les met dans des thérapies de groupe où, avec le partage d'expérience, ils arrivent à tirer profit de ce qu'ils font. Il y a aussi des thérapies ou des ateliers d'expression, par exemple, que nous faisons. Donc, il y a vraiment des thérapies que nous mettons en place pour vraiment les prendre en charge. Et ils s'en sortent. Oui, en définissant l'anxiété et la dépression, M. Diabonou nous a dit que ce sont des affections mentales qui touchent pratiquement toutes les couches de la société. Ça veut dire que aussi bien personnes âgées, enfants, que personnes déjà en cycle de fin de vie, vous avez dit. Alors, comment le père parvient-il à constater chez son enfant qu'il est en train de développer un état dépressif ou que son enfant est anxieux ou que la maman le fait comme ça? Comment établir l'anxiété chez son enfant ou l'état dépressif chez son enfant? Ok. Vous voyez, il y a certains enfants qui ont des attitudes propres à eux. D'accord? Et le parent voit que vraiment l'enfant n'a pas le comportement qu'il a d'habitude. Soit c'est un enfant qui est gai, c'est un enfant qui est agité, soit c'est un enfant qui est... Et par la suite, on voit cet enfant-là qui entre dans une tristesse, qui ne s'occupe plus de rien, qui évite tout le monde, qui va se cacher, qui, par exemple, parfois se met dans les armoires et qui a un mauvais rendement scolaire. Donc, du coup, ça peut interpeller les parents. Et bon, certains parents croient que souvent, ces enfants-là ont des mauvaises fréquentations et que c'est par rapport à ces mauvaises fréquentations que les enfants commencent pas à faire chose. Il y a des adolescents, par exemple, qui commencent pas à fumer ou qui commencent pas à s'adonner à l'alcool parce que des situations difficiles ne leur permettent pas de s'en sortir. Du coup, les amis leur disent, si tu prends la cigarette, ça te stresse. Si tu prends la boisson, tu oublies tes soucis, alors que c'est pas évident. Donc, les enfants qui ont des comportements propres à eux et que les parents reconnaissent et qui changent de comportement, ça interpelle. Il y a certains enfants aussi qui, comme j'ai dit, qui ont toujours faim, et qui ne font que grignoter. Et ça doit interpeller aussi les parents. Mais s'ils n'avaient pas l'habitude de le faire, voilà. Enfin, on peut avoir un enfant qui est un fait gourmet, qui mange tout le temps. Est-ce que dans ce cas de figure, il faut s'inquiéter? Ou alors c'est parce que l'enfant avait une bonne habitude alimentaire et qu'à un moment, on constate qu'il y a... son appétit change un peu. Son appétit change et puis son comportement change. Qu'il mange un peu trop ou alors qu'il ne mange plus du tout. Il faut s'inquiéter. Donc, ce n'est pas forcément le palu, un début de palu, comme on le dit souvent quand on voit un changement de comportement chez les enfants. Il a le palu et puis bon, vous le traitez, ça ne cesse pas, ça perdure, ça persiste. Et j'ai dit tout à l'heure que quand ces symptômes persistent plus de 2 semaines, ça devient inquiétant et ça rentre dans la dépression. C'est ça. La précision de ce 26, c'est ça que je voulais rebondir, parce que quand on définit l'anxiété comme étant le trouble psychique causé par la crainte d'un danger, inquiétude et peur intense face aux situations quotidiennes. Donc ça veut dire que je peux être anxieux aujourd'hui, si demain ça passe, c'est que je me porte bien. C'est comme je dis, l'anxiété est différente de la peur que nous avons face à une situation. Quand ça devient chronique, c'est là que ça devient handicapant. Peur devient chronique. Ouais, vous avez une peur, une angoisse, c'est passager, ce n'est pas encore de l'anxiété. Parce qu'il y a des situations qui sont normales et des situations d'anxiété qui sont normales et qui permettent à la personne de se réadapter. Mais quand ça devient chronique, quand ça perdure dans le temps et la personne ne trouve pas une solution, c'est là qu'on parle vraiment de troubles émotionnels. Est-ce qu'il vous arrive dans vos consultations de demander par exemple à un partenaire ou à une partenaire d'aider l'autre partie à pouvoir se tirer d'affaire, à pouvoir sortir de son état anxiogène ou de son état dépressif? Oui, c'est le cas aussi de thérapies que nous mettons en place, les thérapies familiales, les thérapies avec la société, où on intègre, on permet aux gens de réintégrer, on appelle la famille à ce que la famille puisse aider. Vous voyez une femme qui perd son mari, qui vraiment
avait tout son espoir sur lui, c'était le modèle, c'était tout pour elle. Et puis bon, elle se retrouve dans ce deuil qu'elle n'accepte pas. Et elle vient en situation de consultation. Et quand on évalue, on voit que voilà, la solitude peut l'amener au suicide. Donc on implique la famille. On dit à la famille, par exemple, de l'assister. On lui demande, par exemple, de se faire assister de bonnes personnes, de sortir, de changer de pratique, de pratique quotidienne, par exemple. Elle peut faire le sport si elle ne le faisait pas, mais on essaie d'associer des personnes avec elle que la personne puisse s'en sortir. Cette thérapie familiale, est-ce qu'il nous arrive, par exemple, pour une femme qui vient de sortir d'un divorce, est-ce qu'il nous arrive d'appeler le mari divorcé déjà parti pour lui dire, écoute, aide madame à sortir de cet état dépressif-là? Est-ce qu'il nous arrive, je pose la question au psychologue clinicien, puisque le mari était tout pour elle, elle n'a pas accepté le divorce. Mais c'est fait que le mari a tenu à ce qu'il y ait ce divorce-là, et donc voilà. Ou alors il y a des éléments qui sont venus. Quand il dit divorce, c'est pas forcément aller chez le juge, non. Il y a des divorces que la femme a du mal à consommer. Est-ce que ça peut la pousser dans un état dépressif? Est-ce qu'il vous arrive alors dans ce cas d'appeler le mari qui est parti, dire attention, Meraho, s'il te plaît, aide madame à sortir de cet état dépressif-là? Non, c'est pas évident. Pour des femmes qui, quand ça arrive au divorce et que ça va en justice, il y a des femmes qu'on accompagne, il y a des couples qu'on accompagne pour accepter le divorce. D'accord? Pour s'adapter à la situation après divorce. Pour le cas d'exemple que vous donnez, nous n'allons pas appeler le mari qui est parti, mais nous allons permettre à la femme de s'adapter à cette séparation, parce que c'est une forme de castration. Vous prenez un enfant qui tète et qu'on veut sévrer, vous voyez un peu comment ça se passe. Il y a des mécanismes qu'on met en place, certaines femmes mettent de la nivaquine, elles mettent beaucoup de choses. Donc il y a des étapes. Voilà, il y a des étapes. Et donc nous, avec cette femme par exemple, on évalue si elle peut s'adapter ou non. Et si elle ne peut pas s'adapter, il y a des thérapies comportementales. Vous lui trouvez un autre mari, c'est ça? Non, on ne lui trouve pas de mari, mais on lui permet de s'adapter à cette situation de divorce. Ce n'est pas une thérapie qui se fait en un jour, en 2 jours, en 1 semaine, non. C'est au procès progressif et en fonction de l'adaptation de la personne, voilà. Donc on n'appelle pas le mari. Même thérapie pour le mari aussi qui est dépressif parce que ça va partir. Alors est-ce que c'est pas plus facile pour vous d'appeler les deux, de leur dire vraiment, monsieur, aidez votre femme à sortir, votre ex-femme à sortir, ou madame, aidez votre ex-monsieur à sortir de cet état-là? Mais c'est parce qu'à un moment, ça ne passait plus. Mais c'est aussi parce qu'à un moment, ça ne passait plus bien entre eux qu'ils en sont arrivés. En fait, dans la consultation, nous essayons de voir les causes de ces divorces. Nous essayons de voir un peu qu'est-ce qui a provoqué et est-ce que réellement ils ont envie de divorcer ou bien c'est une situation, par exemple, qui a poussé à ça. Et donc, si dans l'analyse ou bien dans les interrogations que nous faisons, nous voyons que vraiment c'est des personnes qui ont besoin de se séparer pour un moment. Voilà, on les accompagne à ça. Maintenant, si c'est un divorce vraiment où le mari est vraiment parti et autres, on ne va pas appeler. Moi, je n'ai pas encore appelé le mari, par exemple. On dit viens aider. Il y a des contributions. On appelle l'oncle, par exemple. On appelle les enfants, si les enfants sont grands, à ce qu'ils puissent jouer l'intermédiation. Voilà, il y a un sociologue, toujours fidèle à cette émission, Dr Kalis Wade, qui dit que les gens ne vivent dans un isolat social et sans aucune activité sportive. Ça peut donc les aider parfois. Il faut aussi que des groupes pour une nouvelle formation sociale dans une vision de sociabilité, a-t-il dit. Alors, quelles sont les approches de solutions que vous avez au-delà de ces médicaments que les médecins prescrivent aux gens qui sont anxieux, dans la dépression, c'est-à-dire les antidépressives, et vous, le travail que vous faisiez, que vous faites plutôt, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'il faut adopter pour cette personne-là qui vit cette situation, mais qui n'a pas envie de consulter, qui n'a pas envie d'aller voir un médecin ou un psychologue clinicien? Oui, pour ceux qui refusent de consulter, nous leur disons d'avoir des bonnes habitudes alimentaires, d'avoir des bonnes habitudes quotidiennes, d'éviter au maximum des situations qui peuvent les conduire dans un état de stress ou de dépression, de faire le sport comme le sociologue vient le dire, des activités sportives qui permettent aussi, parce que de beaucoup communiquer et de dialoguer. Parce qu'au sein du couple, il arrive même que la dépression entraîne les pertes de libido.
Et certaines femmes disent, voilà, mon mari, c'est sûr qu'il va voir ailleurs. Et on ne comprend pas en fait que c'est une situation de déprime. La femme aussi qui dit, voilà, j'ai pas envie aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me refaire et tout ça. Et l'homme, donc, c'est de communiquer dans le couple, par exemple, pour faire comprendre les situations qu'on traverse. Et là, ça permet aux uns, aux autres, de mieux se comprendre et, si besoin, d'aller se faire consulter pour pouvoir guérir de sa maladie. Ça voudrait donc dire que même entre parents et enfants aussi, il faut beaucoup communiquer. Il faut que l'enfant puisse dire à son père ou à sa mère ce qu'il ressent ou quel souci il a, et que le parent puisse poser des questions aussi, vice-versa. Oui, surtout le dialogue parent-enfant, c'est très important, le dialogue parent-enfant, parce que surtout les adolescents qui, dans leur crise adolescentaire, ont tendance à s'opposer aux parents. Il faut vraiment dialoguer avec l'enfant pour que s'il y a des situations, au lieu d'aller voir des amis qui vont lui donner de mauvais conseils, c'est plutôt de se confier aux parents, et afin que le parent puisse diagnostiquer très vite ce qu'il y a, et si besoin, comme je le dis, proposer des consultations. Oui, M. Djogouinou, vous êtes psychologue clinicien. C'est vrai que quand on était en phase seconde ou terminale, quand la philosophie intervient, on se dit ça là, ça fait affaire au cerveau, c'est assez compliqué. Oui. Je dis ça juste pour rappeler, est-ce que c'est facile de se faire consulter par un psychologue, le coût et tout, parce qu'il y en a peut-être qui, parce que se disant que c'est un domaine assez compliqué, on ne veut pas y aller, parce qu'on se dit, bon, arriver là-bas, c'est déjà la porte vers Jaco. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, beaucoup de gens confondent le psychologue et le psychiatre. Le psychiatre, voilà, c'est les troubles mentaux, c'est ce qui correspond à Jaco, lui prescrit les médicaments. Quand ça vous dépasse, ça va chez le psychiatre? Non, c'est quand ça dépasse le psychiatre plutôt que ça vient vers vous. Parce que nous, on ne prescrit pas de médicaments. Nous, on cherche le fond du problème. D'accord. Et à partir du fond du problème, on essaie d'aider la personne à trouver la solution. Ce n'est pas nous qui trouvons la solution pour la personne. On Mais aide la dans personne quel à cas, trouver la peut-être solution. juste pour nous permettre de bien comprendre, dans quel cas on va vers le psychiatre, dans quel cas on va vers le psychologue? Il y a des affections psychiatriques, par exemple, où par exemple la personne a des problèmes d'hallucination et tout ça. Les troubles mentaux, troubles de comportement. Voilà. Donc, à des moments donnés, on envoie vers le psychiatre qui met des médicaments et nous, on continue la thérapie. Ce n'est pas qu'on va vers le psychiatre et qu'on laisse tomber. Maintenant, beaucoup de personnes se disent, voilà, le psychologue, c'est ma vie personnelle, est-ce que je vais pouvoir... Non, on les rassure. Le psychologue, c'est comme le tombeau. Il y a la confidentialité, tout ce qui est dit, c'est dit entre le psychologue et son patient. Ça ne sort pas. Même si je vous connais, je ne vais pas aller voir votre femme, par exemple, pour dire à votre femme que j'ai consulté votre mari par rapport à telle ou telle situation. Il y a le secret professionnel. Il y a le secret professionnel. Et le psychologue, c'est quelqu'un qui vraiment, par l'empathie, aide le patient vraiment à trouver la solution à son problème. Est-ce que vous avez des conseils, par exemple, je prends un cas banal, vous êtes le tombeau, la femme a commis l'adultère. Mais nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau de télévision. La femme a commis l'adultère. Ce n'est pas le tombeau. Bon, en fait, oui, la femme a commis l'adultère et psychologiquement, elle est dérangée. Et elle vient vous en parler. Que faites-vous? Oui, vous êtes le tombeau. Vous ne direz rien à son mari, alors que ça continue dans son... Ça se passera comment? Ça se passe comment, ces genres de consultation? Un peu comme la femme qui a commis l'adultère, le monsieur aussi qui a fait des infidélités, il va voir le psychologue, c'est pareil. Hein? C'est pas mon rôle d'aller informer le ou la partenaire de l'autre, mais c'est plutôt, ce n'est pas forcément des thérapies que nous faisons, il y a des conseils, il y a des soutiens que nous faisons, il y a des orientations que nous faisons. Et est-ce que cet adultère-là, c'était utile? Est-ce que cet adultère-là te rend malade? Est-ce que ça te permet de vivre bien? Si c'est un handicap pour toi, on t'aide à cesser. Mais ce n'est pas notre rôle d'aller dire au mari ou à la femme que ton mari a commis tel ou tel. Mais nous accompagnons à ce que ça se passe bien. Et par moment, si la personne a besoin de parler à son mari, on l'oriente. Votre boulot est difficile, hein, monsieur. Les choses à éviter, c'est-à-dire les conseils. J'allais dire exactement la même chose, les conseils, parce que tous autant que nous sommes, finalement, nous sommes exposés. Oui, effectivement, tous autant que nous sommes exposés. Et si nous constatons des signes de dépression, le premier réflexe, c'est d'aller consulter. D'abord, le médecin,
Et certains médecins sont aguerris et connaissent aussi les b.a.-ba. Donc ces médecins peuvent orienter vers les psychologues. Et s'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas aller chez les médecins, ils peuvent s'orienter vers les psychologues. Aujourd'hui, la prise en charge psychologique est réelle. Avant, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de psychologues qui traitent ces troubles, la dépression, l'anxiété et autres. Donc si les personnes constatent des signes, demandez de l'aide. Ça ne sert à rien de se cacher, parce que quand on se cache, plus le trouble évolue, plus on est en train au suicide. Voilà, donc demandez de l'aide, venez en consultation et puis vous aurez la satisfaction. La guérison est toujours garantie. La guérison est garantie, toujours. Oui, toujours. Parce qu'après la consultation, il y a un suivi qui se fait. Et quand le suivi est fait jusqu'à ce qu'on voit que le patient il est stable, voilà, on le laisse. Et quand il arrive que le patient ne soit pas stable, l'envoyez où? Chez le psychiatre? Non, la stabilité dépend de l'affection. Ah, d'accord. Si la stabilité a besoin qu'il aille chez le psychiatre, on envoie en psychiatrie et puis ça continue. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Wilfried Zinsou Djogbenou. Vous êtes psychologue clinicien. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de l'anxiété, de la dépression. Merci à vous, Zakiat Latouji, Herman Anyamboussou. Merci beaucoup. On va dire également merci à monsieur Christophe Sossavi pour son intérêt pour le sujet. Il nous a écrit depuis Ilakondji. Et voilà, on va poursuivre avec en immersion et votre magazine du mardi, réalisé par Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran ce matin. Il nous emmène à la rencontre de réparateurs de téléphones portables et d'ordinateurs qu'ils ont rencontrés d'ailleurs dans son atelier en pleine activité. Horace Savoiedo est son nom. Il exerce ce métier depuis pratiquement 20 ans. Suivant. C'est un téléphone Infinix 37 Pro que le client a amené pour faire changer son écran. Donc je commence par démonter d'abord les couvres de la batterie pour premièrement isoler la batterie. C'est une batterie incorporée. Je retire doucement la batterie et je viens à l'écran. J'ouvre l'écran, la nappe de l'écran bien sûr. Donc voilà la nappe qui sert à alimenter l'écran. Et avant d'évoluer d'abord, je me mets à prendre un écran neuf. Donc voilà déjà l'emballage, oui, l'écran neuf. Voilà son aspect. Comme vous pouvez le constater, il y a encore des sachets de protection qui sont là-dessus. Je vais ensuite faire semblant de tester mon écran, le téléphone ouvert. Une fois reconnecté la batterie, là, ça me permettrait, même sans tout démonter, sans tout enlever, tester d'abord mon écran neuf pour savoir que l'écran là est en forme. Mon écran s'est déjà affiché, la lumière est là, ça s'est affiché normalement. Donc j'attends que le bureau du téléphone vienne et j'essaie le tactile. Si déjà le côté tactile marche, je peux évoluer dans mon travail. Je décolle l'ancien écran, puisque j'ai déjà testé le nouveau. Je recolle le nouveau dans le cadre du téléphone tel que ça est. Cette machine, elle sert à quoi? Justement, elle sert à chauffer l'écran du téléphone. C'est une plaque chauffante. Donc elle chauffe correctement l'écran et la colle devient mou. Et ça vous facilite maintenant le retrait de l'écran du châssis sans trop forcer. Donc avec une lame, j'enlève d'abord l'anticassable qui était là-dessus. Comme vous pouvez le constater, c'est déjà venu à 70. Donc je peux déjà enlever. J'enlève l'appareil avec une lame. J'essaie doucement de retirer l'écran cassé bien sûr. Monsieur Horace Savoiedo, qu'est-ce qui vous a fait aimer ce métier que vous exercez aujourd'hui? Et en fait, c'est un métier qui fait partie de l'électronique. C'est vrai, depuis mon enfance, je m'intéressais aux jouets que les parents nous achetaient.
Les petites voitures, je les démontais, j'essayais de les remonter. Quand ça se tombe et puis il y a quelque chose qui se gâte, j'essayais de bricoler. Donc j'avais déjà de la passion pour ce métier dès le bas âge. Et tout de suite, les parents ont compris, ils m'ont inscrit au lycée. Et juste après le CAP, le GSM était venu fraîchement. C'est un nouveau métier. Alors j'ai dit, bon, puisque l'électronique est vaste, pour me spécialiser, il fallait choisir le GSM pour me spécialiser. Donc c'est comme ça, j'ai fait recours à un centre de formation à Papa, c'est la grande maison de l'électronique. Le promoteur de ce centre, c'est M. Sylvain, Curtis Sylvain. Auprès de lui, je me suis inscrit et j'ai fait 2 ans de perfectionnement en GSM, maintenance informatique à son centre. Est-ce que le métier aujourd'hui, il nourrit son homme? Bien sûr, de mon côté, je m'épanouis très très bien avec. Je n'ai pas d'autre métier que le métier de l'électronique, c'est-à-dire la réparation des téléphones portables, la réparation des ordinateurs. Je ne fais que ça. Et tout ce que je fais dedans, j'ai une petite famille, j'ai une épouse, j'ai des enfants. Ils vivent bien. Bon, c'est pas le high, hein, mais néanmoins, il y a le minimum qu'il faut. Ils sont scolarisés. Je ne me plains pas de ce métier. Est-ce que vous faites des formations ici? Si, on fait des formations. Nous faisons des formations, nous prenons des apprenants qu'on forme. D'abord, quand ils viennent en formation, il y a ce que le gouvernement a imposé à la corporation de l'artisanat aujourd'hui, qui fait la matrice de compétences. D'abord, je fais partie d'une association, de l'association des réparateurs téléphones portables de la commune d'Abomey. À la vie, nous avons la chance de faire partie des dirigeants de cette association. Donc, nous essayons de nous mettre à jour vis-à-vis des réformes que le gouvernement a mis au profit du secteur de l'artisanat. C'est peut-être l'occasion de remercier le président Talon par le projet H, formation. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, l'écran a été changé. Monsieur Horace Savoy-Edo, on vous a écouté. Sûrement que vous avez des ambitions, vous avez des projets pour ce métier. C'est vrai, j'ai beaucoup d'ambition pour ce métier. Puisque c'est un métier que j'aime si tant. Je l'exerce bientôt 20 ans. Le premier souhait est qu'on donne de la valeur à ce métier. Ici, nous ne sommes pas là pour réparer les téléphones. Imaginez combien de bénévoles seront sans téléphone. Notre ambition, comme tout le monde, c'est de finir, à arriver à un certain âge, d'être en mesure de laisser le métier parce que à un certain âge, on ne peut plus être en train de courir pour le travail. Puis c'est un travail qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'investigation. Donc tu dois beaucoup réfléchir. Et sans vous mentir, je passe des nuits blanches à faire des recherches sur le net, à télécharger des procédures, à télécharger des documents, à lire sur les tutoriels pour pouvoir réussir les travaux. Je dirais aux téléspectateurs de commencer par faire confiance aux réparateurs téléphones portables. Parce que la main sur le cœur, il n'y a rien dans un téléphone portable qu'un réparateur téléphone peut ôter de votre téléphone et en faire grande chose. Et beaucoup le savent, Sénateur GSM, c'est une maison qui fait le maximum pour satisfaire sa clientèle. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions ce mardi avec M. Horace Savoy-Edo. Il est réparateur de téléphones portables et d'ordinateurs. Avec lui, nous avons vu le processus de réparation d'un téléphone. Celui-ci avait son écran gâté, donc on a vu un peu comment ça se passe. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. Et voilà, c'était en immersion avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran. Merci donc à cette équipe qui nous offre de parcourir et de découvrir des métiers. Alors on va poursuivre et dans un instant vous aurez votre revue de presse. Dans la presse matin, il est question de la mise en concession de la CITES, un complexe industriel en devenir, écrit le quotidien La Nation et le journal Fraternité qui est revenu sur l'actualité liée donc
aux affaires passeport béninois devant la criette avec les accusés qui ont été écoutés hier par la criette et le procès est reporté au 29 février. Et puis, on parle également politique avec la participation aux législatives 2023. Les différents partis politiques affûtent leurs armes. On fait le point de tout ceci avec Assiomo Kanyasiokmo dans la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les prochaines législatives préoccupent le journal La Fraternité qui voit l'opposition entre résignation et résilience. Le journal note alors que les contempteurs des actions du chef de l'État ne parlent pas le même langage. Pis, ils passent le clair de leur temps à se tirer entre les pattes. Et pour cause. Le journal relève donc que Paul Rumpay et Alassane Soumanou dit Djemba ont réussi à prendre les rênes du parti Force Cori pour un Bénin émergent au point de se passer de Boni Yahi, qui a finalement jeté l'éponge. D'un autre côté, les démocrates rongent leurs freins n'ayant pas encore pu participer à un scrutin du fait des exigences de la réforme du système partisan. Ils essayent tant bien que mal de survivre. Éric Hounleté et les siens croient fermement que cette fois-ci ils seront en lice. Pendant que ce parti, débarrassé de ses illusions, veut continuer à survivre en dépit des contraintes du moment, Candidat Zanaï, président du parti Restaurer l'Espoir et coordonnateur de la résistance nationale, reste droit dans ses bottes. Le journal d'en arriver à la conclusion que s'il faut faire l'apologie de la diversité dans l'Union, force est de constater que l'opposition politique ne parle pas d'une même voix. Chaque clan y va de sa stratégie au point de porter des coups à l'autre. Dans sa publication du jour, l'économiste du Bénin va dans l'univers des auxiliaires de justice et relate que les avocats interviennent dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire en tant qu'auxiliaires de justice. À l'image des huissiers, des notaires, des commissaires-priseurs, l'avocat exerce une profession libérale. Il rend des services bénévoles à la veuve et l'orphelin. En revanche, il compense ses énergies par le paiement d'honoraires proportionnels à sa notoriété auprès de clients entiers. Le journal lève un coin de voile sur le sacerdoce méconnu de l'avocat et le businessman dont il est le plus taxé. Il rapporte maître Claude Tekonti qui confie que l'avocat ne tire pas économiquement profit de toutes ces plaidoiries. Il explique, citation, « C'est au nom du principe que nous sommes aussi l'avocat de la veuve et de l'orphelin que le bénévolat de l'avocat est rendu dans certains cas. » Fin de citation. Dans les colonnes de Fraternité, on lit que le vendredi 28 janvier, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Moubedji a animé une nouvelle session d'échange avec les internautes qui s'intéressent à l'action du gouvernement et à l'actualité du pays en général. Le journal de renseigner que c'était principalement autour de la création de la cellule d'analyse des plaintes et dénonciations, l'extension des cantines scolaires et le programme d'action du gouvernement. Dans la suite, les accusés dans l'affaire de délivrance de passeports béninois des Camerounais étaient devant la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme. Hier lundi, à ce sujet, le matinal rapporte que le procès a été marqué par plusieurs révélations des prévenus à la barre. Fraternité renseigne qu'à la barre, 2 accusés ont comparu avant le report de l'audience. Il s'agit du chef quartier d'Avotrou à qui il est reproché d'avoir délivré des attestations de résidence pour l'établissement du passeport. Le deuxième prévenu ayant comparu est un Camerounais et a laissé entendre qu'il s'est vu attribuer le nom de Richard Kakbo et que c'est à la direction de l'émigration et de l'immigration qu'on l'a informé qu'il s'appelle désormais Richard Kakbo. Le routier ajoute que dans cette affaire, il était perçu 4 millions de francs CFA par passeport. Merci d'avoir été à l'écoute.
Allez, Actu Matin ce mardi, ce sera tout. Merci à chacun et à tous de votre attention. Bonne journée à chacun et à tous. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.